Chapitre 10. Les lois de Kepler. Dans un premier temps, petit 1, nous allons reprendre le référentiel d'étude. Donc, dans ce chapitre, on étudie un objet, donc une planète par exemple, planète ou satellite, qui gravite autour d'un autre objet. Donc pour une planète, ce serait une étoile. Et pour les satellites, donc naturels ou artificiels, ce sera une planète. Donc suivant l'étude, le référentiel sera soit, par exemple pour une planète autour du Soleil ou d'une étoile, sera héliocentrique, ou centré sur l'étoile et avec 4 axes fixes par rapport à des étoiles très loin, qui sont supposées fixes durant le mouvement. Donc ça, héliocentrique pour les planètes autour du Soleil. Et on choisit également si ce sont des satellites autour de la Terre ou des satellites autour d'une planète, le référentiel lié à la planète et à 3 étoiles fixes à l'infini. Donc ce sera le référentiel géocentrique si c'est la Terre. Et ensuite, si c'est une planète, ce sera un référentiel qui sera lié à la planète, aux 3 étoiles fixes à l'infini. Dans nos études, dans notre cas d'étude, ces référentiels sont considérés comme galiléens. Galiléens par rapport au mouvement que nous étudierons. Et par conséquent, on pourra utiliser les lois de Newton. Donc nous pourrons utiliser par exemple la deuxième loi de Newton. Grand 2. Maintenant nous allons aborder les lois de Kepler. Kepler est un mathématicien allemand du XVIIe siècle, contemporain de Galilée, et donc dans son époque se situe à peu près juste après Copernic, donc début du XVIIe siècle. Tout d'abord, pour étudier les lois de Kepler, nous allons étudier l'ellipse. Qu'est-ce qu'une ellipse ? Alors pour cela, nous allons représenter une. Voilà une ellipse que je vais agrandir un peu. Donc une ''ellipse'' est définie, donc c'est une figure géométrique qui est définie par ces deux foyers qu'on va appeler F et F', et les points M de l'ellipse de cette courbe sont tels que la distance entre F et M plus la distance entre F' et M, donc F M plus F'' M est constante. Nous avons aussi ce qu'on appelle des axes sur l'ellipse. Donc nous avons ici le grand axe, donc qui est l'axe ici horizontal. Ce grand axe a une grandeur ici qui s'appelle, on définit avec une grandeur petit a, qui s'appelle le demi-grand axe. Donc petit a est en mètres, demi-grand axe. On a une autre grandeur qui est définie pour les ellipses qui s'appelle l'excentricité, petit e. Petit e, c'est égal à la distance entre les deux foyers, F', divisé par A. 2A, pardon. 2A, qui est qui est la distance du grand axe, la grandeur du grand axe.
une remarque, cas particulier, si f et f' sont confondus, l'excentricité est nulle, puisque ff' égale à 0, et l'ellipse ici devient un cercle. Devient un cercle. Donc ça c'est si f est égal à f', et on verra d'ailleurs, c'est un cas particulier des lois de Kepler. Donc loi de Kepler, il y a trois lois. La première loi, c'est celle qu'on appelle la loi des orbites. On va mettre deux lois de Kepler. Première loi, loi 1, orbite. Donc la première loi de Kepler dit que la trajectoire, donc on va prendre, pour simplifier, sur ces lois de Kepler, et le cas sera le même pour les satellites sur les planètes, on va étudier une planète, un cas particulier, planète autour du Soleil ou d'une autre étoile, si on veut faire le cas des exoplanètes par exemple. Donc la trajectoire de la planète est une ellipse dont un des foyers est le centre du Soleil. Donc si on reprend ici en plus petit l'ellipse, le Soleil sera, je vais le représenter, le Soleil sera ici par exemple, et la planète gravitera ici, donc suivra cette trajectoire là. Ça c'est la planète. Deuxième loi, loi 2, la loi des airs. Elle concerne la vitesse de déplacement de la planète. Alors ça va être petit b, je crois. Voilà, ça sera mieux comme ça. Petit b. On souligne comme ça. Je reprends ici l'ellipse. Voilà. Le Soleil. Pardon. Le Soleil est ici. Voilà. Et la planète, on va la représenter ici. Donc nous avons ici une droite ou un vecteur, ici ce sera plus simple, pas une droite, je dirais un segment ou un vecteur, donc FM, donc qui se situe entre le foyer et le point M qui est le centre de la planète, et durant le mouvement, le vecteur balaye ici une surface, une aire, comme ceci. La particularité de ce balayage, c'est que si l'on prend une période ou une durée petit t, ce vecteur fm va balayer une aire petit a, une aire grand A, ici. Si l'on prend un autre moment du trajet de la planète autour du Soleil, par exemple quand la planète est ici, et si l'on mesure la trajectoire, enfin l'air balayé par le vecteur fm pendant cette même période t, on se rend compte que l'air sera exactement la même. Ce qui veut dire qu'ici, lorsque la planète va passer ici, elle passera beaucoup plus vite que quand elle sera à l'opposé ici
de l'étoile et du foyer de l'étoile. Donc comment on décrit cette loi des airs? C'est très simple. Le vecteur Fm balai des airs égale pendant des durées égales. Donc l'air est toujours la même, l'air balayé est toujours la même. Donc on a pris deux exemples ici, cet exemple-là, de cet air-là quand la planète est proche de l'étoile, et cet exemple plus loin quand la planète est éloignée de l'étoile. Dernière loi, petit c, la loi des périodes. 3, loi des périodes. C'est très simple. Si l'on prend la période, donc la période pendant laquelle la planète fait le tour complet de l'étoile, qu'on la met au carré, qu'on divise par le demi-grand axe au cube, A3 de l'ellipse, on obtient toujours une constante K. Et cette constante ne dépend pas de la planète, mais uniquement de la masse du Soleil, par exemple, ou de la masse de l'étoile autour duquel la planète gravite. Donc K ne dépend pas du corps. Alors, K ne dépend pas du corps ou de la planète. La planète qui gravite, mais uniquement de l'étoile ou du Soleil. Ça veut dire que toutes les planètes, par exemple, du système solaire auront le même rapport T carré sur A3. Tous les satellites qui tournent autour de la Terre auront le même rapport T carré sur A3. Tous les satellites, par exemple, de Jupiter auront le même rapport T carré sur A3, etc., etc. Dernière partie de ce paragraphe, troisièmement, loi de Kepler pour une trajectoire circulaire. Effectivement, dans beaucoup de cas, on peut considérer que la trajectoire est circulaire, quasiment circulaire, et on peut faire l'approximation des calculs avec une trajectoire circulaire. Que deviennent alors les trois lois de Kepler? La loi 1, eh ben, au lieu d'utiliser une ellipse, donc la trajectoire est un cercle dont le centre est, pour notre cas particulier, le centre du Soleil ou de la planète, si c'est une planète. Donc, je vais souligner ici, trajectoire est un cercle. Deuxième loi, petit b, loi 2, la loi des airs, comme ici, la distance, le rayon entre, enfin la distance entre le foyer ici, qui sera le centre du cercle, et le point M sera toujours la même. Donc la loi des airs revient à dire que le mouvement sera circulaire uniforme. Ce qui veut dire que la valeur de V, donc de la vitesse de rotation de la planète, est
constante. Dernière loi, la loi des périodes, loi 3. Ben, cette fois-ci, au lieu d'avoir t carré sur A3, ben, nous aurons t carré sur le rayon au cube est égal à une constante. R étant bien sûr le rayon du cercle décrit par la planète.